présenterai brièvement l'assaut et puis l'idée de l'event, comme ça vous avez un contexte global et ensuite on commence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Genius, c'est la version 2 de Smartup, donc l'ancienne asso d'entrepreneuriat et d'innovation de M Lyon et Central Lyon. Là, on devient une asso 100% M Lyon. On a intégré le plus gros réseau d'associations d'entrepreneuriat de France. Et il y a énormément de projets qui vont avoir lieu cette année et les années suivantes. Donc, nous, notre idée, ça va être de beaucoup plus nous ancrer localement à l'EM. Ensuite, on va beaucoup plus s'ouvrir vers l'extérieur. Et le troisième point, c'est qu'on va beaucoup plus collaborer avec Makers Lab, Makers Factory, Incubateur, bref, tout l'écosystème entrepreneurial et innovant de l'EM. Donc voilà, plein de choses assez excitantes. Et dans le cadre de ces différents axes, on voulait beaucoup plus se rapprocher des gens qui font des choses à l'EM, des entrepreneurs, des gens qui montent des projets, en bref, des makers, d'où l'EM en incroyable maker. L'idée, c'est qu'il y a plein de personnes qui font des choses magnifiques et on voulait les rendre plus visibles, on voulait qu'elles partagent leurs expériences, on voulait qu'elles partagent leurs succès, leurs échecs, en bref, inspirer les autres étudiants. Et aujourd'hui, on a des gens qui vont beaucoup nous inspirer. Et je vous laisse découvrir la petite vidéo. Je vous laisse vous présenter. Ouais. Alors, je m'appelle Claire et on est toutes les deux étudiantes en deuxième année à l'EM Lyon. Moi, je viens de Biarritz, donc c'est une petite ville dans le sud-ouest de la France. J'ai fait ma prépa à Paris et après j'ai intégré l'EM Lyon. Et au lieu de faire un stage à la fin de notre première année à l'EM, j'ai décidé de faire le voyage apprenant des baroudeurs de l'innovation en binôme avec Caroline. Voilà, moi je m'appelle Caroline, j'ai 21 ans, je suis en deuxième année aussi donc à Lyon. Je suis originaire d'une petite ville du centre de la France qui s'appelle Châteauroux, pour ceux qui connaissent. Voilà, et pareil que Claire, on s'est lancé dans l'aventure. On a participé au concours des baroudeurs de l'innovation managériale l'an dernier. Et finalement, on a été le binôme sélectionné et on est parti donc faire 6 mois de tour du monde. Donc là, on va partager avec vous notre expérience, comment on monte un projet comme ça, ce qu'on en retient, nos découvertes, nos coups de cœur. Et n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions, à nous stopper et tout. On n'est pas beaucoup, donc c'est mieux en fait. Donc voilà, n'hésitez pas. L'idée c'est, les baroudeurs, on en entend beaucoup parler. Je ne sais pas, juste en levant les mains, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas? Ok. Bon, du coup, vous allez nous expliquer ce que c'est.
Donc, les baroudeurs de l'innovation managériale, c'est une initiative étudiante qui est maintenant devenue une association. Donc, pas du tout en lien avec l'EM parce que ça a été créé, enfin, quand même un peu en lien avec l'EM, mais ça a été créé par un étudiant de l'EM et de l'EDEC qui ont décidé d'organiser ce voyage apprenant pour partir à la découverte d'autres entreprises dans le monde qui innovent en termes de management afin de rapporter toutes ces bonnes pratiques à des entreprises en France qui sponsorisent le projet et qui sont en quête de nouvelles approches au niveau du management. Et donc tout leur voyage apprenant sert à donner des inspirations aux entreprises françaises. Et donc notre voyage apprenant, on en a hérité puisqu'on est la 4e édition. Et on nous a demandé par exemple qu'est-ce que c'est la différence entre vous et le W Project. Et la différence, c'est juste le thème, parce que ce sont tous des voyages apprenants, que ce soit Going Freelance, W Project, Direct for Women. Ce qui change, c'est vraiment le thème. Et nous, notre thème, donc, c'est l'innovation managériale. Alors, l'innovation managériale, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est assez vague. Au début, on a dû s'y intéresser. C'est décrit comme la capacité des entreprises à être dans une énergie proactive de transformation systématique de leur management. Et en fait, par management, on a divers sous-thèmes, comme par exemple déjà les modes de recrutement, la prise de décision, comment sont prises les décisions, la façon dont sont organisées les entreprises. Est-ce que c'est hiérarchique de façon très pyramidale? Est-ce que c'est plutôt plat? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de hiérarchie? Est-ce que c'est une hiérarchie plus agile? On a aussi comment sont réglés les conflits, par quels moyens, quelles méthodes, qui est intermédiaire ou non. L'organisation des espaces et aussi l'organisation du temps de travail des employés, s'ils font du télétravail, du flex-office, toutes ces thématiques-là. Et donc nous, l'année dernière, entre juin et décembre, on est parti pendant 6 mois à la découverte de 70 entreprises pour inspirer nos partenaires de leurs pratiques d'innovation managériale. Juste petite parenthèse, W Project, je ne sais pas si tout le monde connaît. En fait, donc, ce que nous on a fait, donc Claire utilise le terme de voyage apprenant. En anglais, c'est les Learning Expeditions. C'est un thème aujourd'hui qui est. Enfin, il y a énormément d'étudiants qui font ça. Donc, on a le W Project, qui est pareil, un tour du monde organisé pour des étudiants. Qui, eux, c'est sur l'open innovation. On a Going Freelance, qui. C'est un tour du monde aussi, c'est à Grenoble, l'école de management. Ils vont interviewer que des freelances. The Act for Women, c'est une initiative de l'EM. Avec une fille qui est partie faire le tour du monde, interviewer donc des femmes inspirantes. Donc en fait, tout ça, c'est un peu à la mode, on va dire, de partir faire le tour du monde, ramener des bonnes pratiques. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces Learning Expeditions dans des grandes entreprises, il y a des jobs qui sont dédiés à ça. Donc, il y a des entreprises qui n'hésitent pas à payer très cher des employés pour aller faire ce genre d'espionnage un peu positif d'autres entreprises et ramener les bonnes pratiques ensuite. Donc en fait, quand on se présente, c'est tout bénef pour eux de nous sponsoriser, puisque nous, on leur coûte rien finalement. On s'organise tout seul et on leur ramène de bonnes pratiques. Donc en fait, c'est un truc qui est en train vraiment de se démocratiser. Et il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire ce genre de projet aujourd'hui. Donc c'est aussi là, on est là aussi pour, s'il y en a qui souhaitent le faire, vous montrer, vous donner des clés pour y arriver, quoi. Voilà. Et vous êtes plutôt ancien, nouveau par rapport à tous ces autres projets des baroudeurs? Ancien. Ouais, plutôt ancien. Enfin, ça fait 4 ans que ça existe, mais là, les Going Freelance, ça va faire 1 an. The Act for Women, ça fait 1 an. Donc c'est vraiment en train de se développer vers elle. Mais nous, c'est un peu plus ancien. Dans les entreprises, ça existait déjà depuis longtemps. C'est sûr que faire partir un consultant de son entreprise, par exemple l'Olympique Lyonnais, ils ont fait ça autour du social et du football. Pendant 9 mois, ils ont fait partir un consultant autour du monde. Et c'est un coût qui est énorme par rapport à juste sponsoriser 2 étudiantes qui vont partir pendant 6 mois. Voilà. Donc ils y trouvent un intérêt assez financier. Et on a un regard un peu neuf sur les entreprises. Et ça leur plaît. Enfin, ils aiment bien faire de la communication en interne. On reviendra après dessus, mais... Et du coup, ces entreprises-là dont vous parlez, ces 70 entreprises, c'est des entreprises de taille intermédiaire, petite, c'est des grandes entreprises. C'est quoi leur spécificité finalement? Alors du coup, dans ce genre de projet, donc déjà il faut avoir un gros thème, donc l'innovation managériale. Et ensuite on s'est dit, il faut un spectre qui soit immense. Donc on a visité des entreprises dans tout secteur. On a fait des marketing, de la finance, on est allé voir des garages, des gens qui bossent
aussi dans le retail. Enfin, on a vraiment fait de tout, même des boîtes d'Angers, des gens qui ont produit du plasma, enfin, rien à voir forcément avec le projet. Enfin, on ne pourrait pas penser à ce genre d'entreprise, mais finalement, c'est juste la manière dont ils innovent dans leur management. Et il y a du management quand il y a 2 personnes. Donc, en fait, c'était dans tous les secteurs, toutes les tailles. On a listé start-up, grosses entreprises, enfin, grands groupes, PME, et également des ONG, parce que les ONG innovent aussi parfois dans leur management. On a rencontré des initiatives citoyennes aussi, notamment en Inde. Et donc ça, c'était leur idée, c'était de voir comment ils innovent dans leurs pratiques, entre eux, en tant qu'humains. Donc tous les spectres et toutes tailles. Tout ça, ça demande pas mal de préparation. Voilà. Et comment on prépare une telle learning expedition Alors, au niveau de la préparation, donc il y a tout ce qui est logistique un peu de base, donc c'est avoir un passeport à jour, avoir des visas, être sûr d'avoir des visas. Alors ça sent le passeport qui n'était pas à jour. Ouais, le passeport pas à jour et les visas pas trop chauds non plus. Avoir des vaccins faits, et on a dû en faire un certain nombre. Pendant 2 semaines, on était avec 2 pansements sur chaque bras parce qu'on a fait je ne sais combien d'injections. Et après, il y a forcément démarchage, revenir sur le budget, je vais laisser Caroline sur cette partie. Et après, il y a aussi où est-ce qu'on va loger dans chaque pays, savoir un peu avoir une idée de où est-ce qu'on loge. Organiser son budget. Pour organiser le budget, on a utilisé le planificateur à contresens. C'est un site internet où on rentre toutes les dates et toutes les villes dans lesquelles on est. Et en fonction des dates et des villes et des pays dans lesquels on est, il va nous dire par personne, vous avez le droit à tel budget en sélectionnant backpacker, moyen, luxe. Nous, on avait pris backpacker. Et il y a aussi toute la logistique d'organiser les rendez-vous, donc trouver les entreprises inspirantes. Pour ça, il y a plein de plateformes qui existent. Il y a Corporate Rebels, il y a tous les classements de Great Place to Work, Best Place to Work, qui sont des instituts de notation, des entreprises innovantes où il fait bon vivre et bon travailler. Et après, il faut démarcher des entreprises pour avoir le budget et pour pouvoir partir. Du coup, je vais revenir un peu sur nous, comment on a démarché, et pour donner des conseils à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Donc nous, en fait, on a été sélectionnés, on a eu la chance d'être dans une asso qui était déjà prédéfinie. Donc on fonctionnait comme une petite asso, sauf qu'on n'était que 2. Donc moi, j'étais présidente des CG et Claire était trésorière et vice-présidente, donc c'était assez vite fait. Mais il fallait qu'on soit pleine d'énergie pour démarcher quand même pour un budget, c'est un budget conséquent. Selon donc, le planificateur à contresens, il faut compter 35 000 environ euros. Sans billet d'avion. Sans billet d'avion. Sans billet d'avion. Non. 30 000 sans billet d'avion. Ok, 30 000 sans billet d'avion. En En tout, on a eu, pour 2, on a eu 12 000 euros de billets d'avion, donc c'est quand même beaucoup. Plus après, donc, on a quand même fait un tour du monde qui va assez loin. Donc, par exemple, quand il faut faire la Nouvelle-Zélande, Canada, ça pique un peu. Donc, en gros, il faut prévoir beaucoup d'argent. Et pour ça, il faut aller démarcher des entreprises. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu de la chance. Donc, dans une petite asso, on avait des partenaires officiels historiques au projet. On allait les rencontrer. Donc, ça se passait plutôt bien au début. Et lorsqu'on s'est pris une grosse claque, lorsque le partenaire officiel du projet, qui donnait d'habitude 15 000 euros, on va être très transparent, nous a dit écoutez, on va baisser significativement le budget cette année. Donc, ok, on s'en rend compte de la réunion, on se dit zut, qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, on a un mois plus tard un mail qui nous dit bon, on va vous donner 3 000 euros, alors qu'ils avaient l'habitude de donner 15 000. Donc là, c'est la grosse claque, quoi, parce qu'il faut se bouger. Et on partait dans 2 mois. Donc on était vraiment, vraiment mal, il nous manquait 20 000 euros. Et alors je vous parle de ça pour vous dire que c'est possible d'aller démarcher des entreprises, il faut oser en fait, il ne faut pas avoir peur du tout. Claire, elle était partie, donc c'était encore plus compliqué, elle était partie en voyage humanitaire avec Solidaritaire aux Philippines pendant 1 mois, un peu plus d'1 mois. Du coup moi j'étais toute seule en France et j'étais là, bon super, il faut quand même que là tu bouges pour récolter l'argent. Ça va pas venir tout seul. Donc heureusement, avant qu'elle reparte, on avait fait des bonnes plaquettes. Donc ça c'est cool en fait. Quand on a un bon thème, il faut le creuser à fond et faire des plaquettes. Une en anglais, une en français pour les partenaires et une également qu'on va ensuite donner aux entreprises. Donc on va mettre 3 plaquettes qu'on va donner aux entreprises qu'on va visiter.
Donc l'idée, la première étape, c'est donc les partenaires historiques. S'il y en a, bah, tant mieux, après il faut chercher ailleurs. Deuxième étape, les contacts perso. Ça c'est super important, ça fonctionne. On demande vraiment partout. Moi j'ai demandé à mes oncles et tantes des contacts dans des grosses boîtes, surtout des grands groupes, parce qu'ils ont plein d'argent et ils ont besoin de défiscaliser ou quoi que ce soit, donc ils n'hésiteront pas à en donner. Il ne faut pas se dire « Ah ouais, j'ose pas et tout, parce que je vais demander beaucoup d'argent à un pote de ma famille, ça craint. » Non, pas du tout. En fait, c'est juste une porte d'entrée dans un grand groupe qui va déposer ton dossier au bon endroit. Et ensuite, là, tu peux commencer à faire les procédures. Donc souvent, ce qui se passait, c'est qu'on a eu des réponses négatives, d'autres positives. Et là, ils nous disaient « On fixe un rendez-vous. On fixe un rendez-vous, on se déplace. Là, on va pitcher le projet. » Donc là, elle n'était pas là, donc c'était pas facile, j'étais toute seule. Mais ça se fait avec une bonne plaquette, un bon thème. Et là, ce qui est super important, et ça c'est mon conseil pour les gens qui veulent partir et faire ce genre de choses, c'est toujours montrer que le partenariat qu'on va établir va être personnalisé. À chaque fois, il est différent pour chaque partenaire. Donc, nous, on était partis du principe que, en fait, pour les partenaires qui donnaient entre une certaine tranche d'argent, on ne rédigeait que les articles, on leur donnait les articles sur les entreprises qu'on visitait. Quand on montait un peu plus, on faisait des vidéos. Et quand on montait encore plus, on s'adaptait à leurs attentes. Donc par exemple, on a eu un partenaire qui s'appelle l'Académie du Service. C'est un cabinet de conseil à Paris et qui sont intéressés sur la symétrie des attentions, l'expérience client, comment on engage mieux ses clients. Donc ça avait en fait rien à voir avec l'innovation managériale. On n'avait pas le choix, on a quand même écrit des articles en plus pour eux. Donc en fait, c'est un choix d'accepter. On ne fait pas que forcément ce qui est sur le projet, mais c'est un peu lié quand même. Donc démarchage, pitcher, etc. Et souvent, ça se passe pas mal. Ensuite, il y a un autre truc, il faut y aller au culot aussi, c'est sur LinkedIn. C'est hyper important, on a découvert la force de LinkedIn et Que de ce réseau. soit pour les partenaires comme pour les entreprises Ouais. qu'on peut visiter. On a pu visiter des entreprises merveilleuses, rencontrer des gens merveilleux juste en leur envoyant un message sur LinkedIn. Et enfin, tu ne ferais pas ça que tu envoies un message sur LinkedIn, tu lui dis est-ce que vous êtes là de telle date à telle date, et la personne va te répondre oui bien sûr et il t'envoie une invitation. Et c'est quoi l'idée? C'est de mettre le nom d'une entreprise suivi Alors il y a deux trucs différents. Moi je finis ce démarchage, Claire elle enchaîne sur comment on contacte après les entreprises. Mais pour le démarchage, en fait sur LinkedIn on peut noter des mots-clés. Donc nous c'était innovation managériale. Donc on contactait souvent des managers ou des directeurs, etc. Donc on tapait dans la barre de recherche innovation managériale, Lyon, Paris, les postes, RH aussi beaucoup parce que c'est beaucoup en lien avec les RH. Et derrière on envoyait beaucoup des messages avec un message vraiment très clair qui explique vraiment bien le projet, pas trop long non plus, et les deux plaquettes à chaque fois. Et on a eu des retours positifs. Donc par exemple, Groupama et Cully, un jour je me suis dit vas-y, contactez, t'as vu qu'ils étaient hyper en mode innovation managériale, transformation, agilité, etc. Donc vas-y, tente ta chance. Parce que ça c'est aussi quelque chose, il faut contacter des entreprises soit qui ont des gros problèmes en management et qui ont envie de changer, et donc là tu leur proposes une solution, soit des gens qui sont déjà un peu en transformation et qui ont besoin de conforter un peu leur place de leader, et là il y a aussi un truc à aller choper de ce côté-là. Donc Groupama et Cully, le lendemain j'ai un message, le gars directeur innovation qui me dit viens, t'es à l'EM, on se rencontre demain et tout. Là tu réalises pas trop, tu sais pas trop à quoi t'attendre, le gars il va dire oui ou non. C'était 3 semaines avant qu'on parte, donc c'était déjà super short. Et finalement, j'ai acheté les pitchés de trucs, ils ont adoré, et ça s'est fini par un accompagnement, tu vois, de 3 000 €, quoi. Donc, c'est toujours ce conseil-là, dans ce genre de projet, contact perso, LinkedIn, en fait, tout essayer, et taper aussi dans tous les secteurs et différentes tailles. On a des startups qui nous sponsorisent, 500 €, c'est rien, mais en fait, c'est quand même quelque chose. En fait, il y a un grand écart. Notre partenaire principal, c'est Engie. Eux, ils donnent 10 000 et on a une petite start-up de lyonnaise qui est un collab, ils donnent 500. Et en fait, c'est une stratégie complètement différente, mais avoir des petits partenaires, c'est super sympa aussi parce qu'ils nous relaient d'une autre manière. Donc voilà, bon, j'ai fini sur comment démarcher et tout. L'idée, c'est d'être clair, d'avoir un bon thème et de creuser à fond. Et si on est bien préparé, il faut juste oser, quoi. C'est mon conseil. D'être clair. Ouais, pour finir sur la force de LinkedIn, pour ceux qui veulent faire des projets comme ça, vraiment travaillez votre page LinkedIn. Et pour trouver des personnes et des entreprises à contacter, donc déjà il y avait tous les sites qui regroupent les entreprises qui étaient intéressantes pour nous, donc
qui sont reconnus pour leur management efficace. Et il suffit même pas d'avoir LinkedIn Premium en fait. Dans la barre de recherche, on tape le nom de l'entreprise. Et ce qui est bien avec l'innovation managériale, c'est qu'on n'est pas obligé de contacter des DRH, on n'est pas obligé de rencontrer un PDG, on n'est pas obligé de rencontrer des gens franchement très haut placés, juste un manager ou un employé qui est capable de dire moi je suis managé de telle façon, mes réunions elles se passent de telle façon, nos équipes, je suis organisée de telle façon, telle façon, telle façon. Ça suffit, on n'est pas obligé de taper directement dans le PDG. Donc là, il suffit après d'envoyer des invitations avec des petites notes personnalisées et très claires sur le fait qu'on a envie de voir cette entreprise, on a envie de la rencontrer de telle date à telle date. Et on envoie des invitations avec des notes. Et ça répond pas. Le plus souvent, quand même, ça répond, positivement ou négativement. Mais en fait, moi, je me disais au début, je vais contacter 200 personnes, il y en aura 2 qui vont répondre. Et en fait, non, les gens sont hyper actifs sur LinkedIn et ils sont super intéressés par ce type de projet. Donc, il ne faut pas hésiter. Et même s'ils acceptent l'invitation et qu'ils ne répondent pas au message, c'est que des fois, ils ne l'ont pas vu. Donc, il faut renvoyer un message, même 2-3 fois, et ils finiront par répondre. Et c'est vraiment un outil très important pour ce genre de projet. Et je pense que quel que soit le thème, il ne faut pas du tout négliger la force des LinkedIn. La force d'être un forçat, c'est ça. Ouais, faut. Par contre, on pensait, hein. Ouais. On va peut-être revenir un peu plus sur ce que vous avez vu, les personnes que vous avez rencontrées. Et il y a une question que je me pose, c'est quoi vos coups de cœur en termes de peut-être zone géographique, peut-être de pays? Vous en avez vu beaucoup. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Ouais. Ce que je fais, c'est que je présente juste vite fait le tour du monde, ce qu'on a fait, et après on bouge chacun notre coup de cœur. Donc en fait, on est parti le début juillet. On a commencé par la zone Islande, Danemark. Donc ça, c'est la zone scandinave avec la culture du consensus. Comment on travaille peu, mais finalement on est hyper productif. Les valeurs familiales, des nouvelles gestions du temps, etc. Ensuite, on s'est envolé en Israël. Donc là, gros choc culturel et de mentalité. Israël, c'est la Startup Nation, pour ceux qui ne le savent pas forcément. J'y reviendrai après, mais en gros, en Israël, il y a 1000 startups qui sont créées par an, soit environ 3 par jour, c'est énorme. Donc on a des géants, genre Waze, par exemple, c'est israélien. WeWork aussi, c'était créé par des Israéliens. Après, on est parti en Inde et en Indonésie. Donc là, de nouveau, gros choc, parce que en Inde et en Indonésie, il y a la culture du chef qui est extrêmement forte. Donc, peu finalement d'entreprises qui sont encore, il y a des entreprises qui sont très traditionnelles, mais qui essayent de bouger vers plus d'agilité, donc des boîtes un peu plus sans hiérarchie, avec un CEO un peu plus accessible. Mais en fait, on a vu aussi des échecs là-bas. Ensuite, on est allé en Australie, en Nouvelle-Zélande, la zone Océanie. Là, c'était vraiment l'idée. Donc, en Australie, c'était les grands groupes. Il faut savoir que le marché australien est géré par les 4 plus grosses banques, les 4 plus gros cabinets de conseil, etc. Et ce qui fait ce qui est très dur, notamment pour les startups, de voler de leurs propres ailes, ils sont souvent rachetés. Ils font peu d'exit, ils se font racheter directement par ces grosses boîtes. Et là, c'était le management qui se ressemble plus au management nord-américain. Donc, mais très intéressant. Nouvelle-Zélande, donc là, c'était les cultures maoris au travail, les valeurs maoris. Donc, c'était vraiment génial parce qu'il y a une importance accordée au bien-être, au corps dans la culture maori, mais également au bien-être mental, qui était super. Donc, on était sur l'île sud à Christchurch. Et là, on a visité plein d'entreprises qui innovent et qui sont dans leur processus aussi de recrutement. Et au niveau de la diversité, par exemple, ils font vraiment des valeurs maoris une force. Ensuite, on a fait la zone du Nord, donc Canada et États-Unis. Donc là, c'était plus des entreprises, beaucoup de startups en fait, qui ont quitté par exemple la Silicon Valley pour aller s'installer à New York. Pourquoi? Pour être plus proche de la zone européenne, parce que les vols sont plus courts. Là-bas, on a vu beaucoup au Canada des startups qui sont spécialisées dans les nanotechnologies, énormément, et dans le gaming aussi. Le Canada, c'est les leaders là-dedans. États-Unis, un peu tout. On a visité BNP Paribas aussi. Enfin, en fait, ça n'empêchait pas non plus de visiter des groupes étrangers qui étaient implantés dans les autres pays, donc ça, c'était super intéressant. Vous avez visité une entreprise qui était implantée dans 2 pays différents pour comparer ou pas? Non, je crois qu'on n'a pas fait ça. On a visité 2 fois Volvo, enfin, une branche de Volvo en Indonésie dans des trucs différents, mais pas genre. Voilà, après on est parti à Miami, puis Costa Rica,
Costa Rica et Argentine, donc toute la zone Amérique latine, culture beaucoup plus latine, moins de prise de risque. En tout cas, au Costa Rica, c'est la pura vida, on y reviendra, c'est très zen, c'est le pays où les gens sont les plus heureux au monde. Là, il y a une grande comparaison à faire avec le Danemark, le bien-être au travail. Le Danemark et le Costa Rica, c'est les deux pays où les gens sont le mieux au travail. Bon, bref, on a pu voir des comparaisons. Amérique latine, donc l'Argentine, pays très instable, économiquement très dur de monter des startups, en tout cas c'est ce qu'on se disait, parce que les gens ont envie de rechercher un emploi stable, puisque les fluctuations du peso argentin sont terribles, mais on a quand même listé des boîtes et on a vu des entrepreneurs qui ont foi quand même en l'innovation, donc ça faisait plaisir. Et enfin, on a terminé avec le Maroc, Casablanca et Marrakech. Pour faire court, au Maroc, il y a c'est un peu critique ce que je vais dire, mais on nous a répété ça, il y a un vernis de modernité pour le moment. Je sais pas si c'est clair, t'es d'accord? Non, je regarde comme ça pour voir Ouais, désolé, mais... J'ai pas le droit de fouetter les gens. Non, mais non, je sais pas s'il y a des Marocains, mais à part Hamza, du coup. Mais en fait, il y a un rapport maître à sujet qui est très fort, parce que c'est encore le poids du roi, etc. Et dans toutes les relations, c'est comme ça. Donc, au travail, c'est pareil. Et les gens recherchent un emploi assez stable, c'est ce qu'on a dit. Et il y a le poids de la culture et de la religion qui est très important à intégrer dans ces modèles-là. Et genre, par exemple, le Inch'Allah, ça dédouane en fait de tout. La personne est... Par exemple, elle ne fait pas ses objectifs, elle ne respecte pas la deadline, bah, c'est pas de sa faute, tu vois, c'est la faute de Dieu. Et Inch'Allah, Moi j'ai une anecdote à on va raconter mieux sur ça. s'arranger. Raconte. Mon anecdote, c'est que pour vous montrer la puissance de la culture et de la langue, c'est un truc que je balançais en entretien de personnalité, mais c'est marrant, je vous le balance parce que c'est la même chose. En arabe, en français, quand on rate son train, on dit j'ai raté mon train. En arabe, quand on rate son train, on dit Msha Aliyat Tran. Ça veut dire que le train est parti sans moi. Ouais, tu vois. Voilà, mais on a quand même vu la chaire d'innovation managériale à Marrakech, enfin, ça bouge quand même beaucoup, donc très inspirant. Bon, maintenant j'ai fini de parler, Claire, parle de ton coup de cœur. Peut-être coup de cœur, coup de cœur zone, et après on va faire coup de cœur coup de cœur entreprise. Ah, ok. Enfin, comme vous voulez. Ok, Comme tu veux. coup de cœur zone. Comme tu veux, fais Ok. une coup de cœur pays. Donc forcément, nous, notre coup de cœur zone, ça a été l'Amérique latine. Parce qu'on a visité donc, le Costa Rica et l'Argentine, qui sont deux pays vraiment très très différents. Mais au Costa Rica, on a pu voir une entreprise qui a été fondée par Franklin Chang Diaz. Donc c'est le seul astronaute américain originaire du Costa Rica qui a étudié tout d'abord au Costa Rica et il a toujours voulu être astronaute. Et en fait, à cette période-là, pour être astronaute, il fallait être soit russe, soit américain. Donc, comme les États-Unis c'était plus près, il est parti aux États-Unis. Il a fait ses études aux États-Unis. Il s'est fait naturaliser américain. Il a fait les premiers entretiens pour la NASA. Il n'a pas été retenu. Et du coup, il est revenu après faire des seconds entretiens pour la NASA. Et cette fois-ci, il a été retenu. Et en fait, maintenant, c'est celui qui détient encore aujourd'hui, actuellement, le record de voyage dans l'espace. Donc, il en a fait 7. Et il est revenu au Costa Rica fonder son entreprise en accord avec la NASA qui fait du plasma électrique. C'est un peu compliqué, j'ai pas tout compris, mais bon, ça avait l'air génial. Le nom est stylé. Voilà. Non, mais c'est parce que, je sais pas s'il y a des ingénieurs, mais la propulsion chimique, normalement, et lui, il Non, donne la plasma. production. Plasma, tu peux le faire de façon chimique ou de façon La électrique. plasma électrique, une fois hors atmosphère. Bon, bref, voilà. Mais en tout cas, le projet de cette entreprise, c'était vraiment très inspirant parce que forcément, déjà dans tout pays, il est connu, c'est une superstar. Donc ils accueillent souvent des étudiants, des groupes scolaires pour leur présenter l'entreprise. Ils ont vraiment une volonté de partage. Et en plus, l'entreprise, elle est organisée un peu comme une famille, un petit cocon, parce qu'ils sont dans un campus d'agronomie. Et il n'y a que des arbres autour d'eux. Nous, quand on s'est rendu au rendez-vous, on s'est dit, mais où est-ce qu'on est? On est dans une forêt. Et d'un seul coup, il y a leur bâtiment et il n'y a que ça en fait. Et donc, comme ils sont un peu éloignés de tout, ils ont une cuisinière qui leur fait tous les matins le petit-déj, ils font les 3 repas par jour ensemble. Et ils n'ont pas hésité aussi à recruter un couple pour leur permettre d'avoir une vie de famille et qu'il n'y ait pas une personne qui travaille dans une ville et l'autre qui travaille super éloignée. Ils sont vraiment toujours tous ensemble, ils se font des anniversaires ensemble, des vacances ensemble, des week-ends ensemble. C'était vraiment un peu l'entreprise famille
et aussi inspiré par cette image du PDG qui est vraiment super connue. Et il y a des employés qui nous ont dit bah, c'est vraiment une fierté de pouvoir travailler avec lui parce que quand j'étais petit, on arrêtait le cours pour le montrer à la télé dans l'espace et en fait maintenant bah, je le vois tous les jours, je lui dis bonjour, enfin, c'est devenu quelqu'un de normal mais au début c'était vraiment mon idole et c'est pour ça aussi que j'ai voulu travailler dans son entreprise. Et en Argentine, donc, ce qui nous a marqué, c'est à quel point pour une entreprise, bien sûr, ce qui est important, c'est quand même de générer des profits. Et avec la situation économique de l'Argentine, c'est parfois un peu compliqué pour les entreprises de se projeter et de pouvoir se dire bon bah c'est bon, j'ai pas de problème, dans 2 mois je vais être rentable, ou surtout pour les startups. Et en fait, finalement, on a vu énormément de startups en Argentine qui n'ont pas perdu foi en l'économie argentine, qui continuent d'innover, qui continuent d'investir et qui continuent de créer. Et on a vu donc 2 Français qui se sont implantés en Argentine et qui, pareil, travaillent beaucoup sur l'esprit de famille, ils fêtent leurs anniversaires ensemble. Tout est, il y a des cloisons, mais tout est hyper transparent pour que chacun puisse voir où est-ce qu'on est, qu'il n'y ait pas de soucis d'exclusion. On a fait une photo avec complètement toute l'équipe, parce qu'ils se sont dit, on est une famille, donc il faut que tout le monde soit sur la photo. Et on a aussi visité Mercado Libre, donc là c'est Amazon d'Amérique latine. C'est un géant maintenant, mais au départ c'était une petite start-up qui a commencé dans un garage. Et ils ont gardé ce garage, on l'a visité et maintenant ils l'ont transformé en musée. Et juste pour pas oublier qu'au début ils étaient tout petits et ils se sont dit non, on peut quand même investir en Argentine et maintenant ils sont devenus énormes. Donc c'était vraiment une région super inspirante. Ouais, juste pour compléter un petit peu sur l'Amérique latine, les Argentins ils ne peuvent pas commencer une réunion sans être informels. Donc ça pose parfois problème, mais par exemple, tu ne vas pas commencer une réunion sans prendre 5 minutes pour parler de tes enfants, parler du foot ou quoi que ce soit. Mais du coup, ils perdent beaucoup de temps. Donc, il y a certaines entreprises comme Mercado Libre qui ont réduit leur temps de réunion. C'est plus 1 heure, mais c'est 45 minutes. C'est max 10 personnes. Enfin, c'est des petites techniques comme ça qu'ils appliquent au quotidien et qui font que ils écrasent tout le monde derrière. Donc voilà, mais ça c'était aussi complété sur l'Amérique latine. Et moi, du coup, je vais vous parler d'Israël, parce que du coup, c'est un peu en lien avec Genius et les startups. Donc, Israël, c'est la Startup Nation, c'est un petit pays, finalement, qu'on ne connaît pas forcément très bien. Alors, à Israël, c'est un petit pays, conditions géopolitiques très très compliquées, peu de ressources, mais ils utilisent donc leur cerveau, toute leur matière grise, pour créer de la valeur. Ils ont une vision très très court-termiste, donc pas du tout, par exemple, au niveau des startups, on ne va pas créer une startup pour soi, quoi. On va soit faire un exit, soit directement la revendre et très rapidement, souvent à des Américains. C'est la Startup Nation. Le rêve des enfants, on nous a beaucoup répété, donc à Tel Aviv, en Israël, quoi que ce soit, c'est de devenir start-upper et pas footballeur. Donc nous, on s'est dit, on va aller vérifier, on a demandé à des enfants dans la rue, ils ont dit, ouais, nous, on peut devenir start-upper comme mon oncle. Ils connaissent tous quelqu'un qui a réussi dans le domaine des startups. Beaucoup dans le domaine de la tech aussi. Et voilà, alors pourquoi dans le domaine de la tech? Ça, c'est hyper important. On se balade dans Israël, on arrive, on voit des jeunes de notre âge qui ont tous des armes. En fait, en Israël, le service militaire est obligatoire, de 3 ans pour les hommes, pour les hommes et 2 ans pour les femmes. Donc de 18 à 21 ans. Et en fonction de tes résultats scolaires au lycée, tu vas être affecté dans différents grades. Donc le grade qui équivaut en gros à Polytechnique, ou faire une classe prépa ou quelque chose comme ça, c'est le grade le plus proche du gouvernement. Et là, quand tu es employé là-bas, tu fais du coding tu fais du coding pour espionner les autres pays. Donc après, quand ils ressortent de ces on pourrait dire ouais, faire 3 ans de service militaire, c'est une perte de temps, mais pas du tout. Parce que du coup, grâce à tout ça, ces formations de coding, d'espionnage, ils ressortent, ils sont hyper forts, hyper à la pointe de tous les nouveaux systèmes. Et la plupart du temps, ils créent donc des startups dans la tech. Donc on a visité Deep Instinct, ils sont spécialisés dans la cybersécurité. Maple, ils n'emploient que des freelances, mais c'est une agence marketing du futur. Voilà, ils maîtrisent tout ça. Donc leur but, c'est aussi d'utiliser cette valeur-là dans une situation géopolitique qui n'est pas facile. Ensuite, ce qui est impressionnant, c'est les Israéliens, ils vont directement dans le concret. Donc ils appellent ça le tachlis en hébreu. C'est vraiment, on ne va pas perdre de temps, on va droit au but.
Donc ça peut paraître un peu déconcertant parfois quand nous on est français, on fait comme ça, on a peur d'aller par exemple voir notre supérieur lui dire écoute on n'est pas d'accord avec tes idées, on va challenger, etc. Moi je suis force de proposition. Pour nous c'était vraiment bizarre, on s'est dit mais ouais ils ont aucun scrupule à aller voir leur DG alors que c'est des employés du dernier échelon quoi. Et donc ça c'est l'idée d'être dans le concret tout le temps, le tachless, et c'est aussi la chutzpah. Ce qu'ils appellent, c'est d'être dans le culot à l'israélienne. Donc c'est vraiment, j'entre, j'ouvre la porte, je balance tout et je balance tout ça et que je propose des idées. Et voilà. Donc ça, c'était assez impressionnant pour nous de voir ça. Et aussi, dans le genre, il faut qu'on mette aussi dans le voyage apprenant, le but du jeu, c'est aussi de découvrir les cultures, de faire un peu de tourisme. Quand même, on n'a pas fait que visiter des entreprises. Et ce qui est intéressant dans Israël, c'est que c'est un pays qui est déjà divisé avec la Palestine, donc on voit bien le mur, etc. Il y a des tensions, et ça tu le ressens tout le temps dans la rue. D'ailleurs, anecdote, toutes les nouvelles tours qu'on a pu visiter dans une startup qui est installée là-bas, elles ont des colonnes blindées à l'intérieur en cas d'attaque palestinienne ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment une culture aussi un peu de la peur. Il y a ça, il y a Tel Aviv, il y a des zones aussi anti-tsunami, etc. Donc c'est un peu une ville... en tout cas, Tel Aviv, parfois un peu controversé. Et donc oui, donc c'est un pays qui est tripartite. En plus de la guerre avec la Palestine, etc., c'est tripartite. Il y a Haïfa au nord, qui elle est une ville qui est spécialisée dans tout ce qui est tech, import-export. Donc après, on trouve les grosses boîtes style Google, Facebook, qui sont tous là-bas et on les voit en fait à travers le train avec leurs grosses affiches. Ils ont des locaux vraiment énormes. Là, on a Tel Aviv. Tel Aviv, vous avez peut-être entendu parler, hein, mais c'est la ville du jeu, la ville de la Gay Pride, la ville des boîtes de nuit, de la plage. Donc rien à voir avec Haïfa, et encore rien à voir avec Jérusalem, par exemple. Jérusalem, là, c'est les valeurs religieuses, c'est une ville très pieuse. Donc il y a les trois religions qui cohabitent. Et en fait, nous, on était tout le temps à Tel Aviv, du coup on revenait, c'est un petit pays, donc le soir, on revenait tout le temps dormir à Tel Aviv. Mais c'était hyper compliqué de s'adapter et de changer de mentalité. Il fallait être tout couvert dans un endroit, l'autre, aucun problème de travailler en maillot de bain. Enfin, c'était un peu bizarre aussi comme sensation. Mais on a vraiment adoré. Et voilà, donc je vous conseille Israël, c'était super sympa. Et pour monter une startup, je pense que c'est l'endroit où il faut être pour le moment, avec les investisseurs israéliens. Voilà. Du coup, 12 pays, c'est beaucoup, 70 entreprises aussi, 6 mois c'est long. Vous avez forcément fait face à des difficultés, à des, je sais pas, des chaussures perdues. C'était quoi un peu vos problèmes pendant ce long voyage? Alors forcément, en 6 mois, il y a eu des problèmes, mais il y a aussi eu des moments de pur bonheur. Donc déjà, on va dire le premier problème. On part en Islande, on arrive à 2h du mat, et là j'arrive dans la chambre et je regarde mes mains, c'est pas mon sac en fait. Parce que j'avais un gros sac à dos, j'avais un sac devant, mais j'avais aussi un sac avec tout le matériel audio, ma caméra, tous mes objectifs, ma GoPro, enfin tout pour filmer, faire la communication du projet. Et je l'avais oublié dans le bus et j'étais là, j'ai pas mon sac. Et les 2h du mat, tu peux rien faire, donc on a dormi. Le matin, on a appelé la station de bus, on a dit est-ce que vous auriez trouvé un sac s'il vous plaît? Moi j'étais pas bien. En plus justement on a des chaussures, il y avait toutes mes chaussures aussi. Mais bon je m'en fiche, c'était plus la caméra et les trucs pour faire la com. Et il dit si venez, donc ouf, sauvé, on va chercher le sac. C'était pas le bon? Non c'était le bon, il n'y avait rien qui avait été touché, tout était dedans, nickel. Qu'est-ce qu'on a eu? En parlant de sac perdu, en faisant le transfert, donc Israël, Inde, qui a été un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de retard, on arrive à Mumbai, donc on devait faire encore Mumbai Bangalore, et à Mumbai, on se rend compte que Caroline n'a plus son sac. Pareil, qu'est-ce qu'on fait? En plus, l'administration, c'était compliqué, on ne se comprenait pas trop. Ils avaient perdu une quarantaine de sacs, donc il y avait une foule immense devant le bureau des sacs perdus. On a mis peut-être 35 heures pour faire Israël-Bangalore, donc on était épuisés. Difficulté aussi au moment de faire Nouvelle-Zélande-Canada. On se rend compte que moi, mon visa il marche pas et ils me disent non, je ne peux pas monter dans l'avion. Donc pareil, il est 6h du matin. Je refais un visa en urgence, heureusement c'est validé. Mais en soi, on a toujours eu un peu des petites difficultés.
Mais à chaque fois, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a toujours eu une fin positive. Enfin, il n'y a jamais eu de problème interminable de ça qui a été retrouvé en Islande, il a été retrouvé en Inde. Le visa, je suis montée dans l'avion. On a eu des petites réactions au niveau de la peau parce qu'on change de climat assez rapidement. Ça s'est vite passé. On n'a pas eu de grosses maladies. En fait, dans ce genre de voyage, il faut quand même faire attention parce qu'on va dans des pays où notre corps n'est pas habitué, style Inde, D'où l'importance de faire tous les vaccins et tout, et de consulter un médecin avant qui donne une liste de médicaments et de vaccins vraiment à faire. Parce qu'on a eu un cas, des baroudeurs 2, il y en a un qui s'est fait rapatrier parce qu'il a eu une grosse maladie. Et là, c'est quand même le projet qui est mis à mal. Mais ce qu'on retient en fait vraiment de tout notre tour du monde, c'est surtout des moments de pur bonheur. Surtout, on a eu un moment au Costa Rica juste magique où on rencontre des enfants. Dans la vidéo, on voit on est en train de jouer au foot sur la plage avec eux. Et c'était des enfants qui pêchaient, mais avec juste une petite ligne et un hameçon. On leur demande comment ils font, s'ils veulent bien nous apprendre. Et le lendemain, on a rendez-vous avec eux. Ils arrivent avec un petit kayak. On va pêcher avec eux toute la journée. Ils avaient des petits vélos et tout, trop mignons, qui faisaient sur les rochers. Moi, j'étais en train de marcher difficilement sur les rochers. Ils étaient en vélo sur les rochers. On a pêché avec eux. Après, on a vidé les poissons avec eux. On les a ramenés dans notre appartement pour manger tous les poissons et tout avec eux. On leur fait une salade de pâtes qu'ils ont détestée. Et après, on les a emmenés en voiture. Et en fait, on s'est dit, mais cette journée, elle est trop parfaite. On va aller voir un coucher de soleil parce qu'il fallait que ça se termine bien. Et on les amène en voiture et tout. Et on va voir un coucher de soleil qui était juste magnifique sur une falaise. Et là, on rencontre une Canadienne qui nous dit, ah, mais demain, venez manger avec moi le petit-déj et vous me racontez tout votre projet. Et donc le lendemain, alors qu'on ne la connaissait pas du tout, on se pointe chez elle, on va manger le petit-déj, trop mignonne, elle nous a fait un brunch parfait. On lui a tout raconté. Et enfin, ce qui est beau dans ce genre de voyage, c'est qu'on rencontre des personnes professionnelles hyper inspirantes. Mais aussi on rencontre 10 000 personnes comme ça dans la rue, en Inde, en Islande, n'importe où. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du voyage, c'est tout cet échange qu'on a avec les locaux. On a fait le festival El Dia de los Muertos au Costa Rica avec les gens de notre Airbnb. Enfin, c'est tous ces souvenirs qui font que finalement les difficultés, on a du mal à les lister parce que moi c'est pas ce que je veux retenir. Et c'est juste tous les moments de partage et de rencontre qu'on a pu faire. En fait, genre tous les trucs qu'on t'a dit quand t'étais petit, tu montes pas dans la voiture d'un inconnu, tu fais pas ci, tu manges pas la nourriture qu'on t'offre, tu bois pas cette alcool là, en fait, tu le fais. On est monté je sais pas combien de fois dans la voiture d'un inconnu. Après on est deux, on se concerte quand même. On a eu des moments en Airbnb, on arrive, le gars est complètement taré, on le sent pas du tout, il est en train de se piquer et tout, on se dit attends là on s'en va, tu vois. Là, pour ce genre de truc, on est quand même, on est à deux et ça c'est super important. Parce que je pense que quand tu voyages seul, finalement, t'es peut-être un peu plus naïf, ou alors complètement différent, t'es flippé et du coup tu fais rien. Bon bref, donc du coup en fait tu fais tout ce qu'on t'a dit pas faire. Et après c'était, on regrette absolument pas. Puis nos parents ils étaient vraiment contents parce que je pense que sinon ils auraient flippé. Mais typiquement tu goûtes des plats par exemple, parce que dans certaines cultures ça se fait pas de refuser. En fait c'est immonde, mais tu dois manger jusqu'au bout, t'as pas le choix. Je me souviens en Indonésie, on arrive dans un petit truc tout pourri, le gars nous fait goûter son alcool de riz, tu sais, t'arrives, t'es claqué, t'as juste envie de dormir et tout. Tu peux pas dire non, tu vois, tu y vas, tu fais comme ça, et c'est comme ça que là que tu rencontres vraiment les gens comme ils sont. Et ce qui est génial, et moi c'est pour ça que j'incite tout le monde à faire ce genre de voyage, ou même faire un voyage longtemps dans une région ou quoi que ce soit, c'est parce que t'es vraiment toi-même. Tu découvres énormément de gens qui sont eux-mêmes, etc. Genre, ils n'ont pas de masque, ou c'est pas comme à l'EM par exemple, où tu fais quand même assez gaffe à ta réputation, ou même en France en général, ou comment tu t'habilles, ou quoi que ce soit, t'es dans aucunement, t'es dans le jugement. Donc ça c'est vraiment incroyable, et tu tombes le masque et tu te découvres toi-même. T'en apprends énormément sur l'autre, je pense, avant d'en apprendre sur toi, parce que tu voyages 6 mois H24 avec la même personne, tu fais vraiment tout avec la même personne. Donc parfois c'était un peu compliqué, mais finalement on a quand même bien géré, je trouve. Et non, mais parce que quand les autres baroudeurs qui nous ont appelés, ils nous ont dit ça va, vous n'êtes pas trop tiré les cheveux, genre il vous en reste encore. Donc là, non, enfin bien sûr on est humaine, donc on n'est pas d'accord sur tout le temps, mais en soi,
Ça, il faut ça faire se passe beaucoup de bien, quoi. concessions. Et il faut savoir aussi avec qui on part, forcément. Ouais, ça c'est hyper important. Si vous faites un projet à deux comme ça, soyez bien sûr de la personne avec qui vous voulez partir. C'est vraiment, vraiment important. C'est Après, qui faisait pas la vaisselle? non, vous êtes tout à fait la vaisselle. Ça va. Mais après, moi je suis un peu trop Mais il y avait pas- organisée, il y avait Claire, pas- elle est un peu organisée, c'est ça. Oui, non, mais il y a des... Du coup, enfin, maintenant, on est devenu beaucoup plus tolérante aussi sur l'une et sur l'autre. Donc tu apprends beaucoup sur l'autre, puis tu vois aussi tes travers à travers l'autre, quoi. Donc dans ces cas-là, tu essayes de rectifier, tu sais que peut-être tu abuses un peu sur certains trucs, donc tu fais gaffe. Et finalement, après, ça devient complètement naturel. Et c'est vraiment marrant parce qu'on remarque quand l'autre fait un effort, mais naturellement en fait. Et il s'en rend même plus compte. Et je me souviens une fois, tu m'avais dit, mais Caro, t'as pas réagi là-dessus, ça m'a étonné. Bah oui, j'avais pas remarqué, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc génial quand tu fais un voyage comme ça à deux. Voilà. Alors, je pense qu'on va Ouais, on va bientôt arrêter, comme ça vous pouvez poser vos questions. Dernière question avant. J'imagine que c'est life-changing experience. Donc c'est quoi Claire demain, c'est quoi Caroline demain, grâce à ce voyage? Moi, honnêtement, grâce à ce voyage, je pense que déjà, je suis moins peut-être dans le superficiel. Enfin, dans mes résolutions de l'année, j'ai écrit éviter les gens toxiques. Et c'est moins le superficiel parce que je sais qu'on a bien raconté ça et qu'on rigole, mais moi, je m'en veux un peu pour moi. C'est qu'on est allé voir au Canada un PDG et il nous a accueillis en casquette et en veste de sport. Et on s'est dit, bah, c'est quoi ce PDG en fait? Enfin, moi, pour moi, un PDG, ça doit avoir un beau costume, un beau bureau, alors que non, pas forcément. Et c'est un mec juste incroyable. Il développe des trucs de malade. Juste, par exemple, avec Visa, il a fait des tatouages comme Malabar. Et ça te permet, pendant un event, donc là c'était une expo, de pouvoir payer juste avec ton petit tatouage qui va durer 2 jours, le temps de l'event. Et enfin, c'est un gars, il a 10 000 idées, il va au zoo avec ses enfants, il se dit tiens, si je développais un bracelet, parce que son business c'est tous les bracelets de paiement. Donc là, il s'est dit tiens, si je faisais un bracelet pour les enfants, pour que leur visite au zoo soit plus interactive et tout, qu'ils puissent scanner devant un panneau et qu'ils aient des explications sur les animaux, parce que des fois les enfants ils savent pas lire et les parents ça les saoule de lire tous les panneaux. C'est une des personnes les plus innovantes au monde dans le placement. Je crois que c'est des formes, je sais pas si C'était c'est une des 15 personnalités les vraiment- plus innovantes au monde. C'est vraiment quelqu'un de super inspirant et juste parce qu'il avait une casquette et un truc de sport, de hockey, je me suis dit, ouais, c'est surtout le PDG, non, peut-être il va nous amener au vrai PDG. Et donc, ouais, c'est être genre, plus ouverte et moins juger une personne parce que il a une casquette et un maillot de bain, parce que l'habit fait pas le moine. Voilà. Ouais, au-delà de ça, il s'appelle Dominique Gagnon. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa boîte. Ça s'appelle Connect & Go. Et c'est vraiment intéressant. Donc là, il bosse pour les JO, le Super Bowl. C'est un mec qui est incroyable. Il est dyscalculique, dyslexique, tout ce que tu veux, en fait. Toutes les maladies possibles, etc. Et le gars a une rage et tellement d'idées qu'il en est déjà, je sais pas, ça a une start-up. Mais hyper inspirant, je vous conseille beaucoup. Et ce qu'il nous a dit, c'est que, attention, l'innovation, c'est pas du tout de la technologie. Il faut vraiment distinguer ça. L'innovation, c'est l'humain, parce que c'est porté par les humains. Donc lui, il a vraiment aussi beaucoup de valeur. Même pas 32 ans, le gars est milliardaire. Et ça fait du bien de voir des personnes comme ça qui sont vraies et qui ont, tu vois, on l'a contacté sur LinkedIn et pareil, ça s'est fait comme ça. Et on a Et eu qui restent super quoi. authentiques, qui n'ont pas besoin de mettre un costume pour dire que ouais, ils sont PDG, enfin, qui restent vraiment comme ils sont. Et après, donc pour moi, moi j'ai adoré ce Coupe du Monde. Rien que là, quand on vous en parle, on repart dans notre voyage. Humainement, professionnellement. Après, je sais toujours pas ce que je veux faire exactement et je cherche beaucoup en ce moment. Ce qu'on apprend beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup des jeunes et tout, on recherche du sens au travail, etc. Et je sais pas Claire si tu veux compléter, mais on a assisté la semaine dernière, il y a des gens de Genius d'ailleurs, au salon au congrès de l'entreprise du futur. Et on a rencontré donc Julia de Funès, qui elle est philosophe, et qui parle justement de aujourd'hui, les jeunes sont en quête de sens, on vit dans une société qui est du zéro risque, et il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre des risques et de faire confiance aux gens. Et donc moi aujourd'hui, ce qui me conseille, c'est vraiment de faire confiance aux personnes. C'est hyper compliqué de faire confiance, mais j'ai fait confiance à Claire. Quand je suis montée dans la caisse du gars avec Claire
mode, bah, on lui a fait confiance. Quand on a dormi chez un inconnu parce qu'on s'était porté par un Airbnb, bah, on a fait confiance. Et la confiance, enfin, il y a Lénie qui a dit ça, mais la confiance, c'est une hypocrisie sans forme, ce qu'il a dit. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est hyper faux. Là, quand tu fais confiance, justement, il n'y a pas de contrôle. Et c'est ça qui est hyper important et qui est hyper beau là-dedans, c'est que tu fais plus tu contrôles plus rien, tu crois en quelqu'un. Et finalement, la confiance, c'est l'inverse de la connaissance. Donc du coup, par exemple, typiquement quand tu crois en quelque chose, quand tu crois en Dieu, tu es dans la confiance. Et ce genre de relation, aujourd'hui dans le management, ça manque un peu. Et nous, ce qu'on a vu dans l'innovation managériale, et ce qu'on a aussi envie de dire aux gens, c'est aujourd'hui, faites confiance aux gens, un peu laissez-vous aller de temps en temps. Et vous verrez, ça se passera mieux, même s'il y a différents degrés de confiance. Et je pense que c'est hyper important, surtout en tant que futur manager. Aujourd'hui en école de commerce, on ne nous dit pas assez. Faites confiance, parce que s'il y a du contrôle, après ça peut très bien faire planter ton modèle et ta boîte, quand il y en a trop. Voilà ce que je veux dire. Et donc, nous, maintenant, on fait 1 an de conférences et de partage sur ce merveilleux tour du monde. Et je pense qu'on va vous laisser poser des questions. Et on voulait aussi remercier Genius pour toute l'organisation de cet événement et pour tout le travail de com que vous avez fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Donc, si vous avez des petites questions sur comment on vient un projet comme ça, ou si vous n'en avez pas, il n'y a aucun problème. On peut déjà vous féliciter. Ouais. Ça prend quelle forme aujourd'hui, un an de restitution Alors, fréquence, quel type de choses? Ouais. Du coup, en fait, donc ça, c'est un truc qui est écrit dans les conventions qu'on gère avec les partenaires. Donc, il y avait les articles, les vidéos, on faisait aussi des podcasts. Maintenant, c'est la deuxième phase, c'est tout ce qui est restitution de connaissances. Donc, on va écrire un rapport d'étonnement. On n'a pas envie d'appeler ça mémoire, parce que les mémoires, clairement, c'est 200 pages, personne ne les lit. Et c'est d'ailleurs des partenaires qui nous ont dit, s'il vous plaît, ne nous faites pas un mémoire de 200 pages qui restera sur l'étagère. Donc on réfléchit à des manières innovantes. On sait qu'il y a une start-up par exemple, mais on ne connaît pas le nom et on aimerait bien, on recherche, qui font des nouveaux formats où tu peux intégrer avec des papiers, en fait, des vidéos dans ton livre. Donc c'est hyper bien fait. Un peu comme Harry Potter, quoi. Mais... Ouais, mais le papier est super fin. Et tu vois, typiquement, on aimerait bien faire un truc innovant sur la forme et aussi sur le fond. Donc il y a cette rédaction de mémoire. Il y a de nouveau des rédactions d'articles qu'on a envoyées, qu'on va devoir reformuler pour mettre sur des plateformes, pour mettre sur des plateformes des partenaires, qui est d'une manière différente. Il y a les conférences. Donc les conférences, elles prennent différents types. On parle de conférences, mais c'est souvent ça dépend. On a, par exemple, là, le 6 février, on a un 7 février, on a un club avec un de notre partenaire. Ça, c'est plutôt une table ronde. Il y a une quinzaine de dirigeants et on partage ce qu'on a vu, surtout sur les pratiques managériales. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on présente là. C'est plus regarder dans le fond ce qu'on a vu et ce que vous pouvez peut-être appliquer à votre entreprise. Il y a ce type de format. Il y a le type de format séminaire. Donc là, au mois de mai, on va intervenir avec le Crédit Agricole en G120. Je ne connaissais pas, mais d'ailleurs, ça fait un peu flipper. On va parler devant 127, 130 managers d'une seule région. Et là, pareil, ils nous ont suivis pendant tout notre voyage. Il va falloir être super qualitatif, etc. là-dessus. Donc ça prend vraiment différentes formes. Il y a donc les conférences classiques, donc, on parle 1 heure, on parle aussi un peu du fun du voyage, etc. Qui sont soit chez nos partenaires, soit chez d'autres, parce qu'il y a pas mal eu de bouche à oreille. Et enfin, il y a des podcasts et des interviews avec des radios. Par exemple, on avait un journaliste en partenariat avec la Maison du Management à Paris qui nous appelait à chaque fin de pays et qui nous faisait il nous interviewait sur c'est quoi vos ressentis les filles, qu'est-ce que vous avez vu, etc. Et les podcasts vont sortir, mais il va falloir que tu fasses aussi des interviews, des trucs comme ça. Donc ça, c'est... Et pour la fréquence, c'est au moins la une fois fréquence. toutes les 2 semaines. Pour l'instant. C'est 1 an et vous consacrez que à ça, vous avez en cours Non, on va en cours, on a toutes les 2 une asso, une deuxième côté. Ouais, c'est on dur. fait du sport, Non, mais on mange, on dort. l'idée, c'est quand même dur de tout. Enfin, c'est dur. C'est de l'investissement de tout gérer. Ça demande énormément d'énergie. Déjà, quand tu rentres dans un voyage comme ça, tu es quand même un peu fatigué, parce que tu as bougé toutes les 2 semaines avec ton sac à dos, on dormait quasiment jamais au même endroit. Peut-être tous les 3 jours, on changeait d'endroit où on dormait dans certains pays. Donc tu te dis, ah génial, genre je vais pouvoir me poser en France et tout, ça va être cool, en plus c'est Noël. Ouais, tu te fais vite rattraper par tout ça. Et d'un autre côté, c'est hyper stimulant.
Et c'est aussi ce qui fait, je vais dire, genre, le fond de ton projet. Si tu montres justement à tes partenaires que tu vas les démarcher, bah, que derrière il y a tout ça, que bah, tu t'engages sur, certes il y a le tour du monde, mais derrière il y a un an, on vous propose tout un tas de, il faut bien lister tout ça, on a tout listé dans les plaquettes qu'on avait fait, rapport d'étonnement, et après eux ils choisissent en fait, de leur façon dont ils veulent. Bah, là ça te donne du poids à ton projet, et souvent c'est ce qui fait la différence aussi. Et pour finir, on a aussi participation à des événements de personnes qui n'étaient pas du tout nos partenaires. Donc pendant le congrès Entreprises du futur, par exemple, on a pu parler avec des gens de l'Olympique Lyonnais, avec des gens qui ont créé des startups au niveau du recrutement pour innover dans le recrutement. Et on va aussi être invité à la remise des prix Great Place to Work, où on pourra intervenir pendant 5 minutes sur la scène devant toutes les entreprises qui auront reçu un prix cette année. Ouais, le but c'est vraiment de Et partager on a un nos agenda bien découvertes. complet, effectivement. Mais ouais. En fait, mais c'est pas si compliqué que ça parce que tu as fait de la logistique pendant 6 mois, tu t'es géré tout seul. Ta bouffe, ton endroit où tu dormais, tes avions, ton démarchage, tu n'étais que 2 quoi. Donc du coup, quand tu arrives là, que tu es en France, que tu as ton petit agenda bien posé devant toi, bon, ça se fait quoi. On a Mais quand même c'est- dû évoquer 2 mois à l'avance. Et ben, ouais, non. Bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, vas-y. Oui, moi, ce serait à propos du thème. Donc, du coup, vous aviez un thème commun qui est l'innovation managériale. Ouais. Et comment, aux 4 éditions, vous avez choisi un thème un peu plus précis à traiter. Ok. Alors, on a un thème commun, effectivement. Après, chaque année, le mémoire ou le rapport d'étonnement, il est orienté en fonction d'un thème. Donc, l'année dernière, c'était sur l'innovation managériale dans le secteur médical, parce qu'ils ont interviewé un certain nombre d'entreprises dans ce thème-là. Nous, sachant que chaque année, tu pars sans avoir fixé vraiment un thème. C'est vraiment, tu interroges tous les secteurs. Nous, on a encore un thème à définir pour l'écriture de mémoire, mais oui, il y a un thème général et après, tu peux choisir d'orienter ta mémoire. Donc, tu choisis plutôt à la fin du voyage. Oui. Enfin, le but c'est de ne pas te fermer de porte. Du coup, tu as un thème, l'innovation managériale c'est quand même un thème, et après tu as plein de sous-thèmes. Donc tu fermes aucune porte en disant je ne focus que sur le recrutement. Ça n'aurait aucun sens parce que du coup tu vas passer à côté de choses qui sont hyper importantes dans d'autres boîtes et qui vont avoir un rapport avec ton recrutement, etc. Après, il y a des grands thèmes qui nous ont particulièrement marqués. Aujourd'hui, par exemple, l'aménagement des espaces. C'est hyper important comment tu gères l'aménagement de l'espace physique et au digital. Aujourd'hui, c'est vraiment un des thèmes qu'on a bien marqué. Et par exemple, une des grandes tendances qui ressort, c'est c'était la mode de l'open space, etc. Et aujourd'hui, pourquoi tu pars en recloisonnement? Et quels sont, tout le monde met ses écouteurs, et c'est une grosse catastrophe pour les boîtes qui aujourd'hui ont dépensé plein d'argent pour faire du flex office ou quoi que ce soit et qui se rendent compte que ça ne marche pas. Et là, tu découvres des techniques différentes, etc. Et de facto, ça t'élargit ton sous-thème. Mais en fait, je pense que mon conseil, c'est de prendre un thème et pas trop de s'éparpiller, mais pas non plus de partir avec un seul thème hyper précis. Sinon, tu loupes plein de trucs. Donc, voilà. Yes. Et vous pensez que vous auriez pu organiser un voyage comme ça sans passer par le biais des baroudeurs d'innovation Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, il y a plein d'étudiants qui le font. Et en soi, certes, on avait des partenaires historiques, mais tout le reste, tu peux le trouver sur LinkedIn, un peu toi-même. Il y a tellement, en fait, ça dépend vraiment du thème que tu veux prendre, mais pour l'innovation managériale, il y a tellement d'entreprises qui sont intéressées chaque année. Les sponsors changent en fait. Et il y a eu des grands noms. Déjà, il y a la Fédération française des jeux, il y a eu Orange, Nous, on a des gros noms. il y a eu EDF, EDF. il y en a qui vont te suivre chaque année, et ça c'était bien d'avoir déjà un socle de partenaires qui suit depuis le début, mais en fait je pense que c'est pas du tout impossible de partir de zéro, parce que nous, honnêtement, c'est comme si on était parti de zéro, parce que tu gagnes, mais tu gagnes juste le nom, le logo et l'intro de vidéo qui Du tourne. coup, pour partir seul, il faut essayer par exemple de créer une association, etc. pour se faire sponsoriser. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'on aurait très bien pu le faire toute seule. Ça, et je doute en personne. Tout le monde peut le faire tout seul, en fait. Il faut juste toquer à la bonne porte, au bon moment, au bon D'ailleurs, si on endroit. n'était pas prêt, on voulait le faire seul sans. Voilà, on avait prévu de le faire de toute manière, faire autrement, mais le faire. Et juste, par exemple, à l'UM Lyon, rien qu'à l'UM Lyon, tu te rends pas compte le nombre d'opportunités que tu as. Ça En aussi. fait,
Nous, en L'école première nous a année, beaucoup on aidé. était complètement. Enfin, tu sais, on faisait des soirées, on a listé, c'était cool, mais on avait genre aucun sens à ce qu'on faisait. On avait pas Moi, j'ai fait un projet qui a complètement échoué. Je voulais participer à la CCE, à la course croisière de l'EDEC. Ça n'a pas fonctionné. C'est fait recaler en finale. J'ai plein de trucs. Je me disais, ah, mais qu'est-ce qui va t'arriver cette année? Parce qu'il n'y a rien qui va. Et finalement, il y a eu ce projet-là, mais aussi parce qu'on s'est renseigné, on allait toquer à la bonne porte. L'EM, c'est aussi un des partenaires du projet cette année. Et donc moi, mon conseil aussi, c'est de se nourrir des professeurs. Il faut vraiment... Enfin, vraiment, il y a Oui, rien peut-être que par donner exemple, quelques noms, Thierry Pic, il est directeur innovation de l'EM, on ne le voit jamais. C'est un mec en or. Qui ça? Thierry Pic, lui, en fait, il était anciennement au Silex, mais maintenant que le Silex a fermé, il revient sur le campus. Pour nous, celui qui nous avait aussi beaucoup aidé, c'est l'ancien directeur Tawich Chewi. Voilà, on avait eu... Enfin, ouais, on était très proches de Théorie, on était très tristes qu'ils soient Alors, partis. vraiment, il avait été génial. Mais, Il avait envoyé toutes nos plaquettes et il avait dit ah, il y a un truc qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas le logo de l'EM sur vos plaquettes. Et on a dit bah ouais, mais l'EM n'est pas partenaire en fait. Donc, on va pas mettre Bon, le et logo de finalement, l'EM. Et il a dit bon, bah on va arranger ça. Et même, on a la toute première conférence, c'était à Casablanca, au campus de l'EM. Enfin, vraiment, l'EM Lyon, il y a plein de professeurs. Il y a Julie Fabry qui est professeure en L'innovation, Sur les Julie espaces. Fabry, mais ouais, En aussi fait, sur la transformation des espaces. L'équipe de communication de l'UM, elle est top. Enfin, en fait, il y a plein de gens qui peuvent vraiment aider à ce genre de projet et ils seront partants si on arrive. Si vous ne passez pas par une association et que vous voulez monter à plusieurs ce projet. Je vais répondre juste sur ça. En vrai, je pense que si tu montes un projet tout seul, il faut quand même monter une association. Tu montes ton asso, qui fermera dans 1 an s'il faut, mais monte-la quand même parce que ça te fait un cadre légal qui est hyper important quand tu fais ce genre de voyage. Rien que pour signer tes Ça te fait de conventions. la crédibilité aussi. Oui, ça te fait de la crédibilité. Puis, non, mais même, faut que tu fasses des factures, etc. Tu peux pas vraiment faire des factures à ton nom, ou alors faut que tu te mettes ton consultant. Ça te donne moins de poids, mais ça pose aucun problème de créer une asso, un logo, ça prend 2 secondes. Hein, et c'est pas compliqué Et du tout. les créateurs après des baroudeurs, ils sont partis sans asso. Ça a été les baroudeurs 2 qui ont fait l'asso. Mais en soi, je pense que c'est mieux effectivement d'avoir une petite asso. Ouais. Faire un petit nom, un petit logo. Ah oui, et ce qu'on n'avait pas dit pour le démarchage, nous, l'association ne voulait pas qu'on fasse de plateforme de crowdfunding vis-à-vis des partenaires, parce que c'est un peu ridicule, mais ça c'était pas en rapport avec le projet, ça décrédibilise le projet ou quoi que ce soit. Moi, mon conseil, c'était foncez, faites du crowdfunding, faites une plateforme, ça vous rapportera peut-être 3 000 €, c'est déjà énorme. Et bah, c'est vos potes, c'est votre famille, etc. Et derrière, assurez une petite com, faites voyager tout le monde. Mais le crowdfunding, ça peut vraiment aussi marcher, fonctionner. Vraiment, vraiment bien. Ouais, il y a plein de pistes à explorer. Il y a plein de pistes à explorer là-dessus. Ouais. Donc le budget que vous avez donné de 30 000 sans billet d'avion, c'est celui de tous les ans ou c'est celui que vous avez atteint Donc nous, c'était plus 29 000 sans billets et on va dire 42 000 avec billets. Du coup, c'était notre budget à nous parce que nos pays étaient assez chers. Déjà l'Islande, une nuit dans une guest house, c'est à peu près entre 80 et 150 € la nuit. Et c'est pas des trucs de luxe du tout. Les hôtels, c'est 3 fois plus cher. Et les billets d'avion, on est passé par une agence, donc c'était peut-être un peu plus cher. Ah oui, mais Ça ça, on dépend. vous conseille pas, par exemple. Oui, Si ça, tu veux monter un truc, passe pas par une agence. On s'est fait... Finalement, on lui avait dit, fais-nous des vols pas trop tard, on n'arrive pas trop tard dans les villes. Fais-nous des visas. Enfin, moi, j'avais fait mes visas de mon côté, mais t'arrives en Israël, il est 2h du mat', enfin, tu sais pas comment faire. T'arrives à Mumbai, il est 4h du mat', enfin, on a eu que des problèmes là-dessus. Et on a dépensé beaucoup d'argent pour finalement un service pourri. Donc l'agence, à moins, si vous connaissez quelqu'un qui bosse dans une agence qui est top et qui est prêt à vous aider, foncez. Mais sinon, organisez-vous à l'avance. Nous, le seul problème qu'on a eu, en fait, c'est qu'on n'avait pas le temps. On a été sélectionnés. On a eu 2 mois, 3 mois en fait. On a été sélectionnés. Moi, je m'étais déjà engagée pour partir en mission humanitaire depuis le mois d'octobre, parce que c'était les missions de mai. Ouais. Donc, en fait, on a eu la réponse qu'on était prise mi-avril pour partir en mai. Je ne vais pas leur dire, ben non, en fait, les gars, bye. Donc, en fait, c'est aussi si vous voulez faire ce genre de projet, prenez-vous aussi un peu à l'avance. Genre, moi, mon conseil, ce serait de prendre 1 an. Et, moi, je prendrais bien 1 an. Non, mais le temps de savoir avec quelle personne tu pars, enfin, le comité Muris. Oui. Pas 1 an pour booker des trucs, mais au moins pour faire ton démarchage. Si t'as pas d'asso, si t'as rien. Emeline, elle a mis 1 an pour vous êtes pour vous-même. On sent qu'elle est plus organisée. Non. Bon,
bon, bref, après, chacun le fait comme il sent, mais en tout cas, pas 2 ou 3 mois, quoi. C'est trop short. Quand t'es tout seul et que J'avais t'es dire la de seule, moi, c'est j'avais pas. 6 mois. Ouais, bref. Est-ce que vous pensez que par rapport à un stage classique de première année à l'EM Lyon de 4 à 6 mois, vous avez eu autant de compétences, est-ce que vous en avez appris autant sur un stage? Parce que je sais que j'ai jamais fait de vrai stage Ouais. pour l'instant, et je sais pas si c'est très sérieux d'aller faire un tour du monde pour mon CV ou pas. Alors, Clairement, 6 mois de stage, je peux répondre ou pas? Oui, En vas-y, 2 mois, réponds. tu découvres 3 trucs, c'est sympa, mais je Et trouve tu que restes pendant 6 mois. c'est jamais, c'est incomparable au niveau du. Après, il y a un Ah, autre mais là, truc. t'as beaucoup de Ouais. stages. Ah bah ouais, je pense, c'est pas. Mais il y a un Ça, autre c'est truc, perso. c'est Là, que ça va sur toi, mais pas sur leur. Oui, on se Ouais, ça mais dépend tu de découvres, si tu as un t'as projet tellement de- professionnel en tête. Si tu as déjà un projet professionnel en tête, fonce pour le stage qui va te permettre d'accomplir ton projet professionnel. Si tu n'en as pas, tu vois, rien qu'avec le voyage apprenant, on a fait du démarchage d'entreprise, du pitch, de la trésorerie, des factures, relations avec la banque, de la communication, une sorte de marketing puisqu'on devait se vendre. Tu harcèles les gens sur LinkedIn pour avoir un rendez-vous. Tu fais bien ton planning, toute l'organisation, toute la logistique. Et en fait, finalement, Mais tu visites aussi des entreprises qui sont hyper inspirantes. tu Tu parles fais anglais du toute la journalisme en journée, fait. tu parles espagnol toute la journée. Tu fais des interviews, donc en fait, après, tu peux tout retranscrire. Tu en apprends énormément. Pour moi, tu en apprends bien plus, parce que j'ai fait qu'un seul stage, donc ouais, en vrai. Mais je pense, nous, les gens là, qui nous disent. Au début, je me disais, ouais, là, c'est pas forcément ouf ce que tu es en train de faire. Là, c'est seulement en rentrant que je me dis, ah ouais, quand même, genre, on n'était que 2, on s'est géré de A à Z. Genre, toute la logistique, c'est vraiment un truc de. C'est un boulot, mais de malade. Et en Par plus, contre, on était heureux. T'arrives dans des endroits, tu sais pas où tu dors le lendemain, quoi. Genre, en fait, notre truc, c'était. C'est pour ça que quand si tu t'y prends un peu plus à l'avance, peut-être c'est un peu mieux, je sais pas, mais tu vois, on était en Islande, on savait pas encore forcément quelle entreprise on allait visiter au Danemark, parce qu'on n'avait pas eu encore de réponse, on savait pas où on allait dormir, on savait pas en Israël encore moins, tu vois. Du coup, t'es tout le temps. Ça te laisse une prise de risque qui est énorme, et je pense que t'es beaucoup plus libre qu'en stage. Tu fais clairement ce que tu as envie de faire, tu découvres ce que tu veux. Et je pense que c'est hyper valorisant sur un CV, justement. En tout cas, ça dépend de la manière dont tu vas le vendre. Mais aujourd'hui, les jeunes qui font ça, les entreprises, ils en recherchent. Et t'imagines, on n'a que 21 ans. On a rencontré des gens qui font des tours du monde, parce que quand tu fais un tour du monde, tu rencontres facilement, tu vas dans des endroits où les gens font des tours du monde, tu vas dans des auberges de jeunesse ou quoi. C'était des gens de 30 ans, quoi, de 35 ans, des couples qui avaient tout plaqué. On n'a jamais vu des gens de notre âge faire ça, tu vois. À 21 ans, c'est une chance énorme qu'on a eue. Et jamais, même moi, j'aurais pensé faire ça à 21 ans, en fait. Et du coup, tu gères l'eau. Pour moi, c'est aussi un super travail d'équipe. Donc, pour moi, t'apprends autant, voire même beaucoup plus qu'au stage. Après, je sais pas, il y a des gens qui peuvent challenger ce qu'on dit. Et après, parce tu que, peux aussi Moi, je voulais blaguer. bien rajouter un petit truc. Ouais, Ouais. C'est que là, du coup, elles ont fini leur voyage et donc au-delà de toutes ces compétences et toutes ces rencontres, elles vont encore faire un voyage pendant 1 an de conférences et de rencontres. Et on est quand même, l'école de commerce, elle est quand même faite là, elle est faite pour faire des rencontres. Et donc toutes ces personnes qu'elles vont rencontrer, ça va être leur réseau. Et elles vont les rajouter sur LinkedIn et quand elles vont avoir un petit truc qui va se vider. Et l'enjeu d'un voyage comme ça, qui est super important, c'est comment tu nourris le réseau. Parce qu'on a rencontré tellement de gens importants aujourd'hui dans plein de pays différents. Encore aujourd'hui, dans nos partenaires et tout, on a des gens qui sont super bien placés. Et comment tu gères ce réseau, comment tu vas te faire bien voir par la suite, et peut-être ça va t'ouvrir encore plus d'opportunités derrière. Puis du coup, je te rejoins là-dessus. Mais pour moi, donc du coup, faut pas avoir peur, faut juste être prête pour faire ce genre de voyage. Être prête, si tu te poses, faut juste oser et y aller, quoi. Il faut pas se dire, moi maintenant justement, je rentre du tour du monde, j'en ai marre qu'on me dise, Caro, pour plus tard, il faut que tu commences dans une grosse boîte, tu vois comment ça se fait, tu gagnes en compétences, puis après, tu peux peut-être monter ta boîte, tu peux faire ce qui te plaît. Non, en fait, ce que j'essaye de dire à mes parents aujourd'hui, tu vois, et c'est pas toujours facile. Parce que je leur dis, mais non, moi, je me suis rendu compte que non, ça marche pas comme ça en fait. Si tu as envie de le faire, tu y vas et tu prends les risques et n'importe quel âge. On a rencontré des entrepreneurs, ils ont 23 ans, 24 ans, et
te dis, ils sont milliardaires, enfin tu vois, ils n'ont pas perdu de temps, ils sont allés, ils ont foncé. Et au-delà de ça, donc fais ce que tu veux, et ce genre de voyage c'était incroyable, et je pense que si tu as la rage de y aller, et si t'es hyper motivé, bah enfin je sais pas clair, mais pour moi c'est possible pour tout le monde. Et en plus, à l'entreprise du futur, juste, il y en avait qui disaient non, mais le problème, c'est qu'avec les jeunes comme vous, maintenant, c'est que vous voulez travailler 2 ans dans la boîte, gagner le plus d'argent et partir en tour du monde après. Et nous, on ne peut pas embaucher en CDI des gens comme ça. Et nous, ce qu'on leur a dit, c'est bah, venez, embauchez-nous, on a déjà fait le tour du monde. Donc, tu vois, donc je pense que c'est maintenant qu'on peut faire ça, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui partent en voyage apprenant, parce que, en fait, c'est maintenant où on peut l'inclure dans nos études, apprendre énormément, développer notre réseau, développer nos compétences. Et bah, après, quand on sera en entreprise, est-ce qu'on aura besoin de repartir et tout plaquer pour faire un tour du monde? Non. Tu vis des choses aussi très fortes et très dures. Enfin, tu vois des trucs que tu n'as pas l'habitude de voir. Typiquement, l'extrême pauvreté en Inde, ou des accidents de la route horrible en Argentine. Enfin, tu vois de tes propres yeux des choses qui te marquent. Tu vois des choses super belles. Donc ça te fait une ouverture au monde qui est incroyable. Et tu reviens là en France, tu te dis ah ouais, on a quand même beaucoup de chance. Ça c'est super top. Et je pense que, tu vois, genre le M qui disait, ouais, sortir de sa zone de confort et tout, c'est quoi? Moi, je me disais, c'est que du bullshit, maker, machin. Bah, typiquement, maintenant, ça, c'est sortir de sa zone de confort. Ce qu'on a fait, c'était vraiment sortir de sa zone de confort. Après, ça n'exclut pas ce que vous allez faire un stage en 1A dans un pays étranger, c'est aussi sortir de sa zone de confort, tu vois. Et puis, ça dépend comment tu te mets dans une position, bah ouais, tu laisses tomber le masque, t'as ta personne en France, elle reste là, et t'as ta personne qui part, quoi. Et là, tu te découvres toi-même et tu te laisses aller et tu fais confiance. Donc moi, voilà, je ne réfléchis plus là-dessus. Ouais, je sais pas si vous avez d'autres questions. C'est justement concrètement, comment ça se passe la sélection? C'est quand, comment, à qui on s'adresse? Ouais. Alors, il y a toutes les infos sur la page Facebook et la page LinkedIn. Et les dossiers seront envoyés à la page Facebook. Ouais, au truc des baroudeurs de l'innovation managériale. Et il me semble que c'est pas nous qui nous occupons, c'est pas nous. Et c'est un gros travail, je sais pas si vous m'avez dit ça, enfin, en amont pour être sélectionné, il y a un énorme travail pour créer plein de dossiers, faire plein de recherches. Pas forcément non plus, enfin, nous au début on y est allé, bon vas-y on pose notre dossier, on verra, il y a eu plusieurs phases de sélection, on a eu 8. Donc à chaque fois, il y avait un nouveau truc, et enfin, même si c'était pas demandé, on faisait, tu vois. On disait toujours qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour se démarquer des autres, parce que comme c'est une compétition et qu'on voulait ce projet, bah on dit il faut qu'on fasse un truc en plus, quoi, que les autres ne vont pas faire. Écrire des articles en plus, faire des maquettes de sites web, parce que leur site web n'était pas très beau là. C'est pas nous qui nous sommes occupés, mais... Faire des plans de communication, faire des articles en anglais, faire des articles en français, leur faire un petit point sur une entreprise super innovante qu'on a découverte en Nouvelle-Zélande parce qu'on comptait aller en Nouvelle-Zélande. Leur faire un petit point sur un concept pour montrer qu'on était hyper intéressés, hyper motivés et toujours faire plus que les autres parce que comme c'était une compétition, se dire qu'est-ce que les autres vont faire et faire toujours plus. Voilà. Et le truc ce qui est assez frustrant dans ce genre de projet, mais c'est très bien de vouloir aussi reprendre un projet, style aussi W Project, je vous conseille, franchement contactez, foncez, on sait que vous êtes motivés, mais c'est que tu vois pas du tout tes adversaires et ta compétition, parce que c'est des projets qui sont ouverts à toute la France, à toutes les écoles, ingé, commerce, enfin à tout quoi. Du coup, c'est compliqué de voir ce que les autres font, et ce que toi, ce que tu fais à côté, du coup, tu donnes tout, vraiment tout ce que tu as, et toutes les idées sont bonnes à prendre, et tu le fais, et si tu le fais, je pense que ça fait vraiment la différence. Mais il ne faut pas hésiter à en rajouter vraiment des couches pour le fait que tu veux vraiment. Et voilà, après, bon, pour faire un voyage comme ça, il faut aussi avoir un bon niveau d'anglais. Généralement, ils te testent, enfin, ils font un entretien par exemple en anglais, etc. Parce que tu vas représenter une asso devant des personnes étrangères. Donc, puis même, tu auras besoin de t'exprimer devant des personnes, leur poser des questions. Tu as besoin d'écrire parfois des articles en anglais et tout, donc ouais, faut quand même gérer là-dessus. Voilà. Oui. Est-ce qu'à posteriori, vous diriez que 12 pays c'est beaucoup en 6 mois, ou c'est le moment optimal, vous aurez fait plus souvent? Alors c'est si beaucoup. En fait, c'est beaucoup, tu vois, quand on les cite. Quand on les liste et tout, moi je trouve que c'était énorme en 6 mois. Mais finalement, on est trop contente et on a vu beaucoup de choses. Après, il faut faire des choix parce qu'au niveau du pays, tu ne peux pas tout voir parce qu'il faut quand même assurer au niveau professionnel. Mais on a dû faire des choix de qu'est-ce qu'on veut visiter, qu'est-ce qu'on ne veut pas visiter. Mais je pense qu'on a pu profiter de chaque pays.
Et finalement, c'était quand même un bon rythme. Après, c'est fatigant, il faut avoir beaucoup d'énergie. Mais Il faut avoir énormément d'énergie. Hein. énergie, organisation. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est beaucoup. En fait, Et le moi, truc, c'est c'est que beaucoup, mais je trouve que c'est bien. tu as envie de kiffer sur le moment. Et du coup, vu que tu changes toutes les 2 semaines, à chaque fois que tu quittes le pays, moi j'étais là, ah, c'est trop triste, j'aimerais bien rester plus longtemps et tout. Mais t'as pas le temps de réfléchir, tu arrives déjà dans l'autre pays. Puis mon moment préféré, c'était quand t'es dans le taxi ou dans le Uber ou dans le train et que tu vois le prochain pays que tu découvres. Et là, en fait, tu vis tellement le moment pleinement que tu te rends pas trop compte. Au début, je pensais que ça allait être énorme et qu'on n'allait pas pouvoir profiter, et finalement, pas du tout. Et dans ce genre de voyage, c'est que tu es libre. Donc, typiquement, au Costa Rica, la journée dont Claire elle vous a parlé, on a décidé, on avait prévu d'autres trucs après, on s'est dit, mais attends, on est trop bien là, viens, on reste. Et donc, en fait, tu peux tout le temps t'adapter, et si tu te sens bien à un endroit, tu restes. Si tu as envie de partir, tu pars. Et après, on ne vous cache pas qu'on a aussi eu notre moment, et d'ailleurs, les partenaires nous incitaient aussi à dire, attendez, faites pas que du professionnel aussi, kiffez votre life, quoi. Donc, on a pu se faire un road trip. Tu vois, en Argentine, on a traversé la cordillère des Andes en caisse pour après retomber au Chili. Enfin, c'était, tu vois, là, typiquement, tu apprends énormément. Tu conduis énormément en peu de temps avec une personne, tu passes à 5000 mètres d'altitude. C'est des trucs que tu n'as pas des compétences en stage, mais en fait, c'est de la vraie vie et c'est top. Et du coup, tu es vraiment dans le moment présent et tu as la possibilité de faire ce genre de choses, quoi. Donc pour moi, c'était pas trop. Mais voilà, après, je pense que c'est bien, faut pas faire plus. ouais. Mais Faut pas non plus avoir un rythme trop, parce que typiquement aussi, dans le genre on faisait un road trip, on avait quand même des écritures d'articles à faire. Donc quand il y en a une qui conduisait, t'as l'autre qui tape derrière ou dans la caisse, tu vois. Ou l'autre dans l'avion, on travaillait dans les taxis. Donc c'est vrai que le soir, même travailler le soir, t'es dans une fatigue parce que tu te dis ah c'est bon, je vais pouvoir me reposer. Bah non, tu peux pas en fait, t'as quand même ton boulot, parce que t'as des deadlines. Tu t'es engagé à faire 7 articles par mois au minimum à envoyer. Du coup, c'est des articles de 10 pages quand même. Tu refasses gaffe bien à la formulation. Enfin, t'envoies pas à n'importe qui, quoi. Donc, c'est souvent parfois des très hauts managers qui vont te lire, typiquement à EDF, à la Défense et tout. J'y pense et une fois, on s'est pris une petite claque parce qu'on avait fait un peu trop de fautes dans un article. Et là, on s'est dit, oulala, tu vois, ça va pas, on a fait trop de choses, on était un peu claqués. Et après, ça s'est plus jamais reproduit. Mais voilà, faut bien quand même gérer ta fatigue. Mais après, ça se fait. Hein. On est en pleine forme et on n'a eu aucun problème de santé énorme. On est pas chanceuse. Voilà. D'autres questions? Non. Merci. merci beaucoup à tous. Ouais.